Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode sur les IUM. Mais tout d'abord, nous allons vous donner quelques petites explications par rapport à notre chaîne. En effet, cela fait longtemps que Florent et moi nous n'avons pas sorti de vidéo. Et cela était principalement dû au fait qu'il était compliqué de se voir pour tourner les scènes et tout. Et ouais d'ailleurs, parlons-en de la bande-annonce de la vidéo du Patator, Ouais, je sais pas moi... Oui, non, en fait, le Patator ayant cassé à de multiples reprises durant le tournage, très souvent il a cassé, et ça nous a amené à beaucoup réfléchir sur sa conception, et après avoir beaucoup réfléchi sur la conception du Patator, je pense que nous avons trouvé LA solution. Nous referons une vidéo sur le Patator lorsque celui-ci remarchera. Remerciez-moi pour vos oreilles. Oui, donc en tout cas, nous allons essayer d'être beaucoup plus réguliers. Et de sortir des vidéos à intervalles beaucoup plus fixes. Notamment, nous allons d'abord essayer de respecter l'objectif 1 mois. Si nous y arrivons, pourquoi pas sortir de vidéos encore plus souvent. Ouais, t'es bien gentil, mais au fait, t'en as fait quoi de Florent? Non, en fait, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi et Florent est en vacances, alors vous l'aurez compris, il n'apparaîtra pas dans cette vidéo. Bon, à part ces petites choses, nous allons passer à l'épisode. Alors, joyeux Noël à tous, bonne année et bonne vidéo. Hey les gens, aujourd'hui je vais vous parler des IUM, ou impulsions électromagnétiques. En soi, une IUM est plutôt banale, c'est juste une onde circulant dans l'air. Ainsi, n'importe quelle étincelle génère une IUM. N'importe quel courant circulant dans une bobine qui est assez fort, assez puissant et assez bref, peut générer une petite IUM. Une expérience très simple pour le démontrer est la suivante. Par exemple, lorsque vous faites claquer un piezo de briquet, comme ça, cela génère une petite étincelle, et donc une petite impulsion électromagnétique. Alors bien sûr, elle n'est pas assez puissante pour perturber quelque appareil électronique que ce soit. Cependant, si on l'approche assez près du câble audio d'un haut-parleur, là l'étincelle devient assez puissante pour perturber le signal électrique présent dans le câble. Signal ensuite reproduit sur le haut-parleur et transmis en son. Cependant, il existe aussi des IUM de plus grande envergure. En effet, les bombes nucléaires, en explosant, génèrent des IUM de grande taille, appelés IUM nucléaires. Les IUM nucléaires sont les plus puissantes. Cependant, elles sont aussi influencées par le facteur de l'altitude à laquelle explose la bombe. Ainsi, les IUM les plus connus auront été observés lors de tests nucléaires à haute altitude. Par exemple, une des plus renommées est l'explosion de Starfish Prime. Starfish Prime est un test nucléaire américain
réalisé le 9 juillet 1962, on est alors en pleine guerre froide, dans l'espace. Oui, parce que l'on est à 470 mètres du sol. C'est la hauteur de la station spatiale. Alors ouais, on est bien dans l'espace. Cette explosion fut si puissante qu'elle généra un flash lumineux visible depuis Honolulu à 1445 km de là, sous un épais ciel nuageux. Mais également, elle généra une IEM si puissante qu'elle bousilla à peu près tout ce qui se trouvait à ce moment-là en orbite basse autour de la Terre, ainsi que les 3/4 de l'installation électrique d'Honolulu, à 1400 km de là, il faut le rappeler. Une des principales causes de l'importance des dégâts causés par cette IEM est l'altitude à laquelle l'ogive nucléaire a explosé. En effet, on distingue 3 paliers de dégâts. Dans le premier, de 0 à 4000 mètres, on ressent un effet dévastateur pour les systèmes de télécommunication et les appareils électroniques. Cependant, la distance parcourue par l'onde est relativement courte. Ensuite, on a un deuxième palier de 4000 mètres à 30 km. Dans ce palier, les dégâts causés par l'IEM sont quasi nuls et les effets secondaires sont quasi pas présents. Aïe. En raison de l'atmosphère qui absorbe les rayonnements émis. Enfin, on a un troisième palier, au-dessus de 30 km, où l'effet est dévastateur pour les systèmes de télécommunication et les appareils électroniques, tout en permettant à l'onde de parcourir une très grande distance. On assimile ce phénomène au champ magnétique terrestre. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est globalement une sphère magnétique de forme allongée entourant la Terre et nous protégeant entre autres des éruptions solaires. Ouais, globalement, ça nous empêche de cramer, quoi. Et ce qu'il se passe dans une explosion nucléaire à haute altitude est que le champ magnétique terrestre va dévier le flux d'électrons descendant perpendiculairement à sa trajectoire initiale, permettant ainsi à l'IEM de faire de gros impacts sur de très grandes surfaces. Ouais, bon, ok, mais tu nous as toujours pas dit comment ça fonctionnait une IEM. Justement, nous y venons. La définition d'une IEM est une puissante émission d'ondes électromagnétiques, brèves et de forte amplitude. Ouais, c'est-à-dire une bonne grosse vague d'électrons. Et si vous voulez savoir, elle a pour effet de générer un courant assez badass dans les conducteurs électriques qu'elle traverse. Exact. Il y a un courant qui pour le moins dépasse largement les tensions et intensités nominales de fonctionnement des appareils. Vous savez ce qui se passe quand on dépasse largement les tensions et intensités nominales d'un appareil? Non? Eh bien on a deux choix. Soit le système n'a pas de système de protection et il grille, soit si la tension est vraiment trop forte, il peut exploser. Comme ce condensateur. Mais bon, rassurez-vous, la plupart du temps, les appareils sont juste grillés ou au mieux endommagés, ou même parfois pas du tout, avec les systèmes de protection. Merci au fusible. Alors, dans le cadre d'une explosion nucléaire, ce sont les rayons gamma générés par l'explosion qui vont éjecter les électrons hors de l'atome. Ceux-ci vont alors se mettre à se déplacer vers le bas à très grande vitesse, environ 90% de la vitesse de la lumière, donc c'est assez badass. Et ensuite on reboucle avec l'histoire du champ magnétique terrestre que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si on est à haute altitude, au-dessus de 30 km, le champ magnétique va influer le flux des électrons pour lui permettre de se déplacer perpendiculairement sur de grandes surfaces. Et si on est en dessous de 4000 mètres, le flux d'électrons va toucher une zone d'impact assez réduite. C'est d'ailleurs ce qui se passerait si on n'avait pas de, à haute altitude également, si on n'avait pas de champ magnétique terrestre, ça toucherait une zone d'impact à la verticale de l'explosion, mais pas étendue. Heureusement, il existe aussi des moyens de générer de petites IEM sans faire exploser de bombes nucléaires. Notamment grâce à l'utilisation de micro-ondes, ça fera le sujet d'une autre vidéo, ou la décharge de condensateur dans une bobine, mais ça, on va y venir. Apparemment, il existerait aussi un troisième moyen, c'est l'utilisation de générateurs magnéto-cumulatifs, mais j'en parlerai pas ici parce que je n'ai pas bien compris comment ils fonctionnaient.
Mais si vous voulez aller voir, je vous mets le lien dans la description, voilà, c'est juste ici. N'hésitez pas à aller voir, soyez curieux, hein, allez regarder. Et puis dites-moi si vous avez compris dans les commentaires, ou voilà. Donc, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux IEM générés par la décharge de condensateur dans une bobine. Notamment parce qu'on n'a pas le matériel pour faire de bombes nucléaires et puis que... Non Théo, on ne fait pas de bombes. Mais juste une toute petite... Oui, je sais bien, mais non, on ne fera pas de bombes. Oui, parce que c'est aussi le plus simple à réaliser et que vous pourrez d'ailleurs le reproduire chez vous. En faisant bien attention, parce que à certains moments, les tensions mises en jeu peuvent être élevées. Notamment, je pense au condensateur qui peut aller jusqu'à 330 volts. Donc faites attention si vous le refaites, mais a priori, c'est assez simple à refaire. Donc nous allons tout de suite passer à la réalisation, et puis... Malgré que notre système n'ait pas fonctionné, comme nous les trouvions intéressantes, nous avons décidé de vous montrer tout de même une partie des explications que nous avions prévues pour la suite des expériences, notamment au sujet des champs magnétiques. Ce qu'il faut savoir par rapport aux champs magnétiques, c'est tout d'abord qu'il est très simple d'en générer. Il suffit pour cela de faire circuler un courant variable dans un conducteur électrique. On peut utiliser une bobine pour que le signal soit plus puissant. Alors on peut se demander pourquoi un courant variable ? Eh bien tout simplement parce qu'il faut un courant variable pour générer un champ magnétique variable. D'ailleurs, le courant qui provient de notre pile 9 volts que nous utilisons dans ce montage est un courant continu, d'où la nécessité d'utiliser un oscillateur comme celui que nous avons fabriqué pour le transformer en courant oscillant, ici à une fréquence avoisinant les 800 Hz. Si par ailleurs on connectait la pile directement à la bobine sans passer par l'oscillateur, on ne produirait rien d'autre qu'un beau court-circuit. Le fonctionnement de notre oscillateur est assez simple, c'est-à-dire que lorsque l'on connecte la borne positive de la pile en haut et négative en bas, on obtient un courant positif puis neutre sur les deux sorties des deux côtés. Pour vous montrer comment il fonctionne, nous allons tout de suite le tester. Donc, nous avons pris une pile 9 volts, l'oscillateur va jusqu'à 12 volts. On connecte la borne positive de la pile en haut, à l'entrée de l'oscillateur, et la borne négative de la pile à la masse, tout en bas. Alors, nous utilisons un transistor de puissance de type MOSFET pour relayer le signal émis par l'oscillateur, parce que celui-ci n'est pas assez puissant pour générer un champ magnétique remarquable dans la bobine. Et le transistor nous permet d'utiliser directement le courant venant de la pile et non pas celui provenant de l'oscillateur, permettant ainsi au signal d'être beaucoup plus puissant. Une fois que nous avons fait ceci, il ne reste plus qu'à connecter la bobine sur les deux bornes restantes, c'est-à-dire l'entrée positive, la borne plus et la patte restante de l'oscillateur, du transistor, excusez-moi. On remarque d'ailleurs que si l'on place la bobine au-dessus d'un aimant et que l'on fait passer le courant, le champ magnétique est suffisant pour faire léviter la bobine au-dessus de l'aimant. Donc ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé. Alors oui, vous allez voir cette image fixe de ma tête jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je me suis aperçu au montage que, non content que les expériences que nous avions prévues n'avaient pas fonctionné. En plus, lors du tournage de la fin de la vidéo, la caméra n'avait strictement rien tourné. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. N'hésitez pas également à la partager, à la montrer à des potes et tout.
Vous pouvez également, pour ne rien rater, nous suivre sur notre compte Twitter ou vous abonner à notre page Facebook et également, bien sûr, vous abonner à notre chaîne YouTube. Par rapport aux vidéos, la prochaine devrait sortir dans environ un mois, si tout se passe bien. On verra, je ne sais pas encore le sujet, peut-être qu'on fera sûrement un truc plus axé sur les expériences puisqu'on n'a pas pu en faire cette fois-ci. Et je sais pas, peut-être qu'on fera celle sur les micro-ondes, on verra. N'hésitez pas également à laisser vos commentaires et vos questions, soit dans les commentaires de la vidéo, soit sur notre page Facebook. On essaiera d'y répondre et de les prendre en compte lors des prochaines vidéos, si vous avez des conseils à nous donner et tout. N'hésitez pas également à vous dire si des sujets de vidéos vous intéresseraient. Quant à moi, je vous dis à plus et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Faites pas se passe parce que de toute façon. Pire moment. Pourquoi tu fais ça jusqu'à 4 minutes? Bah, j'essaie de tourner depuis 1h30. La porte!